premier épisode de Baroud, l'émission où nous allons à la découverte des différents clubs AMHE de France. Je m'appelle Alex et aujourd'hui je vous emmène à Poitiers à la découverte des Lames du Foyer. Je suis accompagné d'Alexandre derrière la caméra. Et sans plus attendre, nous allons aller interroger le responsable de l'association. Et me voilà donc en compagnie de Mathieu. Mathieu, est-ce que tu veux bien me présenter les Lames du Foyer, s'il te plaît? Bien sûr, bonjour Alex. Donc moi je suis Mathieu Durand, je suis le responsable des Lames du Foyer. On est un club d'arts martiaux historiques européens. Quand je dis responsable, c'est parce qu'on fait partie d'une plus grande association qui s'appelle le Foyer du Porto, qui est une association, en gros c'est un foyer de quartier, qui est dans la salle qui nous héberge, qui gère la salle qui nous héberge. Donc du coup on fait partie d'assaut, on utilise la salle les soirs et on fait vivre avec le reste de l'assaut aussi le bâtiment, en fait, le quartier un peu. Mais du coup, ça nous permet d'avoir une salle disponible en payant juste 16 € d'adhésion. Donc clairement, on va pas dire non. C'est chouette. Et c'est une association qui est assez intéressante, qui fait des choses très sympas. Donc ça fait aussi beaucoup d'entraide entre les différentes sections. Donc nous, on est une section à MHE. Il y a des sections tarot, il y a des sections jeux de rôle, enfin voilà, il y a plein de choses. Cool. Donc c'est un cadre sympa. On a un extérieur sur la salle, vous verrez, je pense, après. Et donc du coup, le club d'AMHE, il est né il y a moins de 10 ans, je pense, 8-9 ans, je n'étais pas du tout là à l'époque. C'est des gens en fait qui étaient intéressés par les AMHE, qui faisaient du combat médiéval artistique, ou des gens qui faisaient pareil de la reconstitution historique viking, et qui cherchaient un endroit, qui ont monté une asso à la base et qui ont en fait appris qu'il y avait une salle ici, qu'on pouvait rejoindre l'association et faire un club. Et du coup c'est ce qu'ils ont fait. Donc c'est pour ça les Lames du Foyer, c'est qu'on est le foyer du Porto. Porto c'est le nom du quartier. Okay. Tout ça. Et vous êtes les Lames. Et nous on est les Lames du Foyer, exactement. Super. Et donc du coup l'asso elle a 8-9 ans. À la base c'était principalement des gens qui faisaient de l'épée longue, ou plutôt en tout cas du combat médiéval, et qui sont à la fois spécialisés sur l'épée longue, et des gens qui faisaient de la reconstitution historique viking, et qui du coup ont fait beaucoup de combats vikings à MHE. Je parlais un petit peu rapidement du côté AMHE du combat viking, parce que je pense que c'est un peu spécial. Et on fait évidemment plein d'autres choses, hein. On fait toutes les AMHE, il y a des gens qui ont fait un peu des pop-up et des pop. En ce moment, par exemple, on a quelqu'un qui fait du sabre. Ouais. Nous, on est très libre, on ne se pose pas trop de règles, au-delà des règles de sécurité, d'organisation, tout ça. Mais quelqu'un chez nous qui, comme c'est le cas avec Tristan aujourd'hui, depuis un an, il veut faire du sabre, il a acheté des simulateurs, il a pris des traités de sabre, il a fait bon voilà, je propose du sabre, si vous êtes intéressé, rejoignez-moi. Super. Donc, voilà. Et niveau sources, c'est lesquelles vous étudiez du coup? Alors en épée longue, il va falloir leur demander parce que moi je fais plus d'épée longue depuis longtemps. On fait principalement de l'allemand si je dis pas de bêtises. Mais on fait un petit peu au fur et à mesure selon ce que l'instructeur connaît. Ouais. On fait surtout en fonction de l'instructeur. C'est nous les gens qui proposent l'instruction, on n'a pas un maître d'armes spécifié. C'est que celui qui dit qu'il est dispo, qui veut mener la séance, déjà on le prend, on dit merci. Et il propose des techniques selon ce qui l'intéresse. D'accord. Il y a des gens qui aiment bien certaines sources par rapport à d'autres, mais j'avoue que là-dessus, je ne pourrais pas te spécifier. Après, ça c'est côté épée longue. Côté sabre, je crois que Tristan il étudie surtout des traités de sabre, de cavalerie, enfin d'infanterie ou ce genre de choses. Il se base sur des traités un peu plus 18e, 19e siècle. Okay. Et niveau côté viking, en fait, c'est assez particulier parce qu'on n'a pas de source écrite pour nous dire comment nous battre. Donc on est obligé d'étudier les autres sources qu'on a. Les sagas, qui sont des sources textuelles, généralement très tardives par rapport à l'époque où ça s'est passé, donc c'est assez compliqué d'en extrapoler des techniques, déjà parce qu'il n'y a pas c'est des histoires, c'est des sagas mythiques. Il y a des faits historiques dedans, mais c'est compliqué d'extrapoler ça. Il y a des faits intéressants à exploiter. Par exemple, on sait qu'il y a eu une bataille entre deux armées, et il y a une armée qui a jeté des cailloux à l'armée d'en face, et l'autre s'est débandé, donc on sait que les Vikings aimaient les projectiles. Voilà. On sait que ça pouvait se faire, de lancer des cailloux, pas de raison, c'est un côté très pragmatique des Vikings, c'est que si on peut gagner en envoyant un caillou à 200 mètres à l'adversaire, on le fait. Les autres sources qu'on a, et c'est la source principale sur laquelle on se base, c'est tout simplement les sources archéologiques. C'est-à-dire qu'on sait comment une épée est construite, on sait combien elle pèse, on sait combien elle est mesurée, combien les boucliers comment ils sont construits, combien ils mesurent, combien ils pèsent, tout ça. Nous, on reproduit ça. On a de la chance d'avoir de plus en plus de fabricants qui font du matériel de qualité de reproduction en nylon, Black Fencer entre autres. Nous, on prend ça dans les mains et on se dit comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement. Je sais qu'il y a des archéologues qui vont avoir très peur à ce moment-là. Je sais très bien qu'on ne fait pas de l'archéologie scientifique pure, mais nous, on prend ce qu'on a dans les mains et on essaye. Et notre instructeur principal, il fait ça depuis quasiment 10 ans. Donc, il a fait 10 ans où il faisait je sais pas si on peut être vulgaire ou pas. Pardon ? On peut être vulgaire ou pas. Il savait, il le sait, mais il le dit maintenant, qu'à l'époque il était complètement nul. Oui. Mais avec le temps, en échangeant avec les autres, on commence à avoir une idée. Juste, on le sait et on est le premier à le dire, on ne pourra jamais dire c'était comme ça que les Vikings se battaient.
Un gros intérêt du combat viking aussi en AMHE, c'est que contrairement à l'épée longue ou ça, c'est qu'il y a du combat de gonfle. Ouais. Principalement. En fait. Pourquoi parce que il y avait des duels, on le sait, mais on sait surtout que c'est des combats de groupe. Donc il y a une grosse dimension de travail de groupe. Et ça, c'est des choses où on n'a pas forcément pareil on a des sources, mais assez peu au final, sur comment se battre en groupe. Donc c'est des choses qu'on pratique entre nous. Comment on fait pour communiquer, comment on se bat, quand on a une ligne d'adversaire en face, comment on se comporte, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, est-ce qu'on reste serrés les uns aux autres, est-ce que se battre bouclier les uns aux autres, ça fonctionne ou pas, est-ce qu'il faut de la marge de manœuvre ou pas, est-ce que charger en courant comme des ratés ça fonctionne. Il y a plein de choses, c'est super intéressant. Les armes sont assez variées, on peut se battre avec plein d'armes différentes. Nous, on travaille aussi sur la logique de richesse. Est-ce que tous les vikings avaient une épée? Alors viking c'est un... Oui. Je pense que beaucoup de monde le sait, c'est l'histoire, mais c'est un métier, on fait une généralisation quand on dit viking et on parle de tous les Scandinaves de la période des raids vikings. Voilà. Mais donc du coup, est-ce qu'ils avaient tous des épées? Non, l'épée c'est une arme de riche, on a trouvé une certaine proportion dans les tons, mais on sait que, nous on essaye de dire à peu près 10%, un guerrier sur 10 qui peut-être en avait une. Pareil pour les cottes de maille, pareil pour les casques. Et nous, on travaille on a un événement qui s'appelle RIA, qui est un rassemblement de combat viking, AMHE. Et on étudie, en fait, on met en pratique des règles qu'on définit pour cet événement, et beaucoup pour notre pratique de manière générale. Et on compte les règles, on travaille sur les règles de nos touches en fonction de ça. Avec les longues, on considère qu'une touche c'est une touche, basta, on ne compte pas de l'armure, on ne tient pas compte de l'équipement, de la tenue de l'adversaire. Nous, oui. Quelqu'un qui a une tunique en lin, on sait que tu peux le saucissonner avec une épée, tu n'as pas besoin de faire un gros coup, ça va le saigner, ça peut le mettre hors de combat. Alors on sait qu'une tunique en laine, encore plus une tunique en laine épaisse, ce qu'on pourrait appeler un gambison, même si on n'a pas trouvé de source de gambison. Elle remplit le même rôle. Ça remplit pas le même rôle justement, ça protège mieux. La laine protège très bien. On sait qu'il faut un très bon coup pour le faire. Et on expérimente avec ça. On a pris comment on fait pour définir cette règle. On prend un jambon, on lui met une tunique en laine, on tape dessus avec une épée tranchante et on voit bien ce que ça fait. Et d'expérience, on peut mettre une grosse patate parfois et ça ne transperce pas. Ça va faire un bon hématome, ça peut éventuellement casser un os, mais ça va peut-être pas mettre hors de combat l'adversaire. Donc on sait quelle touche vous comptez ou pas. On sait que les stocks ça fonctionne très très bien. On teste aussi avec des codes de maille, il y en a qui ont ramené un code de maille avec que tu pourras voir. Mais on sait que la cote de maille, qu'est-ce qu'il faut pour transpercer une cote de maille. Et c'est très compliqué de transpercer une cote de maille. Donc on crée tout ce règlement-là et on challenge aussi. On travaille beaucoup avec des gens qui font de la reconstitution historique viking, étonnamment. On est beaucoup à être dans une asso déjà ici sur papier. Comme s'il y a plein de gens aussi qui font du combat viking qui font pas de reconstitution. Mais du coup c'est toujours intéressant d'échanger avec d'autres personnes. Ah tiens, il y a une nouvelle source de machin. Du coup de mettre tout ça en place et d'essayer de définir un standard, en tout cas ce que nous ce qu'on aimerait pratiquer, ce qui ressemble le plus possible à ce qu'on sait et ce qui nous paraît cohérent sur le combat viking. Et voilà. Ok, super. C'est un sujet très complexe, mais voilà. Non mais ça a l'air passionnant en vrai. Et je propose qu'on aille filmer votre entraînement et qu'on nous parle des techniques qui sont découvertes.
Je t'avais dit, je mens jamais. C'est vrai. Sauf quand je mens. C'est ça, sauf des fois en fait. Tu veux bien me décrire l'exercice que vous venez de faire L'exercice qu'on vient de faire. Ok. Oui. En fait, c'est un cercle sans honneur. Oui. Donc l'idée, c'est que c'est chacun pour soi. Sauf quand en fait, tu peux avoir des petites alliances qui se créent en fait. Genre serrer quelqu'un dans un coin pour éliminer une personne plus rapidement. D'accord. Mais normalement, c'est chacun pour soi, effectivement. Ok. Donc c'est assez tactique dans le sens où il faut regarder un peu partout en fait. Ok. Est-ce que tu veux bien me décrire un peu le matériel que vous utilisez aussi? Ouais. Alors, là on a un bouclier. Bouclier type viking qui est entre 80 et 90 cm de diamètre. Et en fait là on a un umbo, la partie centrale. Un umbo en acier en fait. Ouais. C'est ce qui va nous protéger la main derrière tout simplement en fait. D'accord. Voilà. Donc on a le manche ici, ce qu'on appelle la manipule. Et on a la face avant qui est recouverte de lin. Lin peint en fait tout simplement. Et en entourage le rawhide, ce qu'on appelle, c'est le tour du bouclier qui est du cuir. Ok. Du cuir cousu. Voilà. Après on a des gants coquets tout simplement. Ouais. Même la main qui a le bouclier apparemment. Ouais, même la main. Alors c'est pas spécialement obligatoire d'avoir des gants coquets sur le bouclier, mais c'est quand même plus protecteur au cas où. Après on a des protections modernes. Ouais. Donc c'est plutôt typé hockey sur glace pour les Ouais. genouillères. Après c'est des coudières de roller hein, tout simplement. Le principal c'est le casque. Ouais. Casque d'escrime. Celui-là il est recouvert en fait, c'est un casque d'escrime classique qui est recouvert en plus d'un protège-nuque. Ouais. Oui, parce que vous attaquez dans le dos, etc. quoi. Surtout en cercle sans honneur, on a le Bien droit de sûr, s'attaquer ouais. dans le dos en fait. Après on a les coquilles forcément, parce qu'on a le droit à tous les coups en fait. Oui. En fait les seuls coups qui vont pas être autorisés ça va être la nuque. D'accord. Donc on a quand même quelque chose pour se protéger au cas où, parce que des fois ça peut arriver. Et après on a tout ce qui est en armement, donc il y a hache à deux mains, hache à une main pardon. Oui. Une petite hache tout simplement. On a aussi les haches à deux mains, mais il n'y en a pas ce soir. Et Oui, les lances. Dan Axe, c'est ça? Comment? Dan Axe, ouais. tout à fait. C'est ça. Et là on voit une lance. Ok. Bon, super, merci. Voilà, ça rien, pas de quoi. Un peu sympa. Cool. Et du coup, Mathieu, est-ce que tu veux bien m'expliquer pourquoi on fait cet exercice parmi tout ce qui est possible de faire? Qu'est-ce qui justifie ce choix? Il a plein d'intérêts. Le premier déjà, c'est qu'il fait travailler le duel en soi, mais pas le duel dans un contexte où on n'a qu'un adversaire, mais plusieurs. En fait, on appelle ça du combat sans honneur. Pourquoi? Parce que ça, j'avoue, on appelle ça des cercles sans honneur parce qu'on se met dans un cercle fermé et on s'affronte tous. Et le concept du sans honneur, c'est que l'adversaire qui est dans ton dos, il peut te tuer, il n'a pas besoin d'être face à toi. Tout le monde est c'est du chacun pour soi en fait, tout simplement. L'intérêt, c'est que ça fait travailler la prise de conscience autour de soi, le faire attention à son environnement. Évidemment, je pense qu'il n'y a eu aucune situation historique où ça arrivait, mais quand on fait du combat de groupe, c'est très chaotique. Surtout quand on est beaucoup, c'est compliqué de savoir. On a ces 2-3 copains à côté de nous, on a les ennemis en face, mais il y en a qui commencent à arriver dans notre dos, c'est compliqué, donc il faut toujours faire attention à ce qui se passe sur les côtés un peu, rapidement, et c'est ce que cet exercice il fait travailler. On est seul, on doit faire gaffe à toujours faire attention à ne pas avoir d'adversaire derrière soi, de faire attention à ce qui court, ce qui nous arrive dessus, c'est très chaotique, ça fait travailler l'attention. Et ça fait aussi travailler un peu le duel, ça fait travailler des combats contre différentes armes. Je sais pas si vous avez vu, normalement vous avez vu qu'il y a des gens qui étaient à la lance, il y en a qui étaient à la hache, il y en a qui étaient à l'épée, il y avait tout. Donc c'est un exercice qui est qui a un bon échauffement, ça fait travailler beaucoup de choses, ça nous fait mettre en travail. Et ça nous fait aussi bouger un peu, c'est pas juste on est dans notre carré de 5 mètres par 5. Okay. Donc voilà. Et si tu as des questions ou pas. Non, je vois bien. Et là on va faire un autre exercice qui est très intéressant, c'est un peu l'inverse du coup. D'accord. On va faire ce qu'on appelle un bridge fight, donc un combat de pont. La logique c'est qu'on est sur une zone qui est longue, on va peut-être le remontrer là. Et en fait l'intérêt c'est qu'on va limiter en fait les zones sur le côté, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir courir sur les côtés. Ça va juste être les gens qui sont dans notre ligne face aux gens qui sont en face, et il n'y a pas moyen de contourner. Ok, donc là on a un pont. C'est ça. Imaginez un pont, si on met un pied en dehors du pont, on est mort. Évidemment, on tombe, voilà. Parce qu'on est hors combat, quoi. C'est ça. Et quand on meurt, on sort de la ligne. Parfois, on fait des exercices, on fait des renforcements musculaires, où on court, où on revit. Mais le principe même, c'est pas forcément de simuler un pont. Il y a eu des batailles sur des ponts, Stamford Bridge notamment. Mais c'est pas ce qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est de simuler en fait un vrai champ de bataille. Oui. Où on est 10 000 contre 10 000 et on peut pas contourner. Bien sûr, il n'y a que les mecs qui sont vraiment à droite ou vraiment à gauche qui peuvent contourner. Et sur un champ de bataille, on peut que s'occuper des gens qui sont face de nous. Ouais, d'accord.
Et ça, c'est ce que ça simule. On va être D'accord. 4-5 contre 4-5, ça dépend de notre nombre. Et du coup, ça nous fait travailler que ça nous fait travailler la coordination entre nous. Comment on attaque un mur d'adversaire qu'on peut pas passer. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de combats de lance. Pourquoi? Parce que la lance, c'est l'arme la plus efficace. Faut pas imaginer les Vikings comme se battant avec 2 haches dans les mains. Tout à fait, oui. En mode Valhalla. Non, les Vikings ils sont très pragmatiques et si on peut son adversaire à 2 mètres, on le tue à 2 mètres plutôt qu'à 50 cm. Ou avec l'exemple des cailloux que tu donnais tout à l'heure. C'est ça. Ouais. Et on a trouvé énormément de lances dans les tombes Vikings. Pourquoi? Ça coûte pas cher. C'est une arme de pauvre. Bon là ils s'amusent à faire des duels, hein, mais ils illustrent, ils sont bien. D'accord. J'aime bien les gars. Et donc du coup ça fait qu'on a trouvé énormément de lances. L'arme préférée d'Odin dans la mythologie c'est la lance. Donc c'est pas une arme de traître ou de faible, au contraire. Pareil pour les haches, on a trouvé énormément de haches, c'est parce que c'est pas cher, ça se trouve facilement. C'est un peu la logique aussi. Il y avait un côté outil non aussi la hache, c'est qu'on a tout le monde a une hache chez soi. Donc tu peux toujours te battre avec ta hache. On pourrait parler longuement des équipements obligatoires dans les armées, ce genre de choses, mais je pourrais parler pendant 2 heures, ça serait pas intéressant. Donc là ils sont 4 contre 4, c'est parfait. On va voir ce petit bridge fight. Alors les gars, des boucliers normaux, on va en affronter, alors autant savoir ce que ça fait. Si on veut tout savoir, ça fait chier. Et raflez, Yoann. Ouais, dehors. Ça fait chier, mais il y a une ouverture. Ouais, combien? 8, c'est 4 contre 4. C'est loin au niveau du pied. Voilà. Ah, t'avais raté la jambe? Ouais. Ce que j'ai vu, j'ai fait mince. 3 cm à côté. Allez les gars, on l'arrête. Si on rentre dans le jeu, faut qu'il aille dans l'équipe en face pour équilibrer les voitures. Il y a 2 voitures dans chaque équipe. Tant que je vois pas que la bateau. C'est pour savoir si t'as d'autres commentaires ou pas. Ah, vas-y, n'hésite pas. Je parle près de ça. Donc vous avez peut-être vu sur le premier, là vous allez le revoir. C'est très technique, ça paraît pas bourrin, mais bon déjà c'est très physique parce que porter une lance à bout de main c'est assez lourd. Je crois que ça s'appelle le principe de la poussée qui d'Archimède, je crois, le fait qu'on a un objet à bout de lance. Un levier quoi, Donc ça demande du bon cardio, de la bonne endurance. Et pareil le bouclier c'est pas un truc qui bouge pas. C'est quelque chose qui doit bouger pour protéger parce que si on ne bouge pas, ça protège pas la moitié de notre corps mais pas la moitié, donc il faut tirer de manière assez active, vous le voyez là. Le principe c'est de le mettre le plus loin possible de sol pour amortir le coup avant qu'il nous arrive dessus. Vous pouvez voir que dès qu'il y a un coup dans la ligne c'est dur, mais principalement les coups au début ça arrive à la tête et au tibia. Et c'est quelque chose qu'on a trouvé dans les sources archéologiques. Les principales blessures c'est tibia et tête. Pourquoi? Regardez là, quelqu'un qui a un bouclier, ça protège son corps. Bien sûr, ok. Donc évidemment ce qui reste sensible c'est la tête et les tibias. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coup dans le corps. Mais c'est que c'est plus rare et on le voit bien et vous voyez bien que il y a plein de gens qui sont protégés au tibia parce que les tibias ont tendance à prendre des coups. C'est à chacun sa sensibilité. Les joueurs qui ne font pas de mur de bouclier ou quoi, parce que c'est très compliqué de manipuler les armes en faisant corps à corps. Et à propos d'armes, je vois qu'il y en a, ils ont leur bouclier, derrière leur bouclier, ils tiennent une hache aussi. Oui, tout simplement parce que la lance, ça peut se lâcher, ça peut, voilà. Ou on peut être en situation où il n'y a plus qu'un seul mec en face et on se dit, moi je suis meilleur à la bouclier qu'à la lance, je lâche ma lance, je prends mon bouclier. Moi par exemple, j'ai une épée, moi j'ai mon fourreau, j'ai toujours au cas où. Il suffit qu'il y a un couvreur sur ma lance, tu sais pas où elle s'est fait envoler, donc c'est une arme de secours. C'est toujours intéressant d'avoir une arme de secours. Je pense que tu as toujours un couteau ou un truc sur toi. Si tu arrives à tenir la hache, c'est très pratique. Genre, y a la plupart de tous les soldats de toutes les époques, ils ont toujours un truc secondaire. Et ce qui se voit et ce qui est très pratique, et nous on le sait, c'est que quand on se fait charger, c'est très compliqué pour quelqu'un de se faire charger, de raccourcir sa lance et de réussir à piquer l'adversaire. Ça se fait, quelqu'un qui est très bon à la lance va réussir à le faire. Mais déjà ce qui fonctionne le mieux c'est de mettre un gros coup de bouclier dans la personne qui nous charge. Mais le bouclier va de toute façon pas forcément mettre KO l'adversaire, mais il va lui mettre la distance. Et de temps d'eux, il y a moyen de lâcher son arme, de prendre son arme à distance, de reculer et taper. Là vous avez vu ce qui se fait peut-être de plus agressif et qui fonctionne à peu près. Alors c'est très compliqué de juger, mais... Oui, j'imagine que ça repose uniquement sur le fair play aussi. Alors nous on est entièrement basé sur le fair play. On a des arbitres aériens notamment, on a des gens qui se mettent sur les côtés, qui prennent un bâton et qui tapent sur les gens qui se sont fait toucher. Mais on est trop nombreux pour avoir un arbitre pour chaque combattant. Donc c'est uniquement sur le fair play. Après si deux adversaires sont pas d'accord, on communique très souvent, on fait attends tu m'as touché là ou quoi. Par exemple avec une bonne protection, un coup de lance ça se sent pas forcément. Donc si tu l'as pas senti, bon l'adversaire dit je t'ai touché, ok. Ou c'est juste de la communication, c'est bête et méchant, pas de prise de tête.
Et si ça se prend le mec, on arrête de se faire. Alors, comment tu t'appelles toi? Moi c'est Louis. Tu veux que je regarde la caméra ou quoi? Comme tu veux. Ouais. Moi c'est Louis. J'ai commencé les AMHE à la fac quand j'avais 21 ans. D'accord. Et en fait c'est un gars qui est venu me voir à une soirée étudiante Ouais, qui m'a dit hey, t'as les cheveux longs et de la barbe, tu dois aimer les trucs médiévaux? en toute logique. Oui, c'est-à-dire? Bah écoute, viens essayer les AMHE. Je suis venu du coup au foyer du Porto. J'ai testé l'épée longue en premier. Et puis en parallèle il y avait les Vikings. J'ai commencé à faire épée longue puis Viking sur les 2 fois par semaine. Et puis après j'ai lentement glissé vers le côté sombre de la force chez les Vikings. D'accord, ok, super. Du coup, ça fait combien de temps que t'en fais? Ça fait 6 ans. 6 ans, waouh, super. Ouais, Super, ça super. fait long hein. Ok, mais merci beaucoup. De rien. C'est parti. Bonjour, comment toi tu t'appelles? Salut, moi c'est Romain. Romain, enchanté. J'ai commencé les AMHE avec le Viking en 2019. Ouais, J'étais à une animation d'un groupe de reconstitution, les Ours d'Alphadir, qui font aussi de l'AMHE ici d'un point de vue purement sportif. Et du coup, j'ai essayé lors de leur animation, puis je suis venu directement ici. Et en fait, donc au début je trouvais ça fun et aussi c'est personnellement j'ai un besoin de violence. J'avais besoin de taper des trucs concrètement. J'ai essayé donc le Viking qui fonctionne très bien. L'épée longue sous un autre format fonctionne aussi très bien pour se défouler et tabasser, vu qu'on peut énormément se protéger. Et à côté de ça, d'un point de vue vachement cardio, je fais de l'épée mousse et l'entraînement armure où en fait on prend juste des épées, des boucliers en mousse, un masque d'escrime et c'est suffisant. Ça évite Ok. d'avoir à porter une armure. ok. Super. Bah, merci beaucoup. Bah de rien. Maintenant, on va parler sabre avec Tristan. Tristan, merci Tristan. Donc du coup, moi je vais vous présenter un peu la façon dont on pratique le sabre. Nous on va travailler ici avec une source du début du 19e siècle qui est un traité de contrepointe écrit par monsieur de Vaville, qui est un diplomate français qui a traversé un peu toute l'Europe. Donc comme il était aussi maître d'armes, il a donné des cours de sabre un peu partout dans les cours européennes. Et donc ce traité il date de 1817 pardon. Et il l'écrit à destination des troupes russes alors qu'il est en Russie pour aider les maîtres d'armes russes à entraîner leurs troupes d'infanterie. D'accord, donc ça c'est ici un usage militaire. Oui, exactement. D'accord. C'est du sabre militaire d'infanterie spécifiquement. Et donc ce traité, la contrepointe, c'est un type d'escrime au sabre qui va globalement favoriser les coups des stocks autant que les coups de taille. D'accord. Contrairement à d'autres formes d'escrime au sabre, on va vraiment favoriser au début du siècle uniquement la taille et délaisser un peu la pointe, les stocks pour des raisons diverses. Typiquement l'escrime anglaise va être très porté sur les coups de taille et des échanges sur des échanges très, très musclés d'attaque contre attaque. Alors que là on va plutôt chercher des dégagements un peu plus fins comme on peut le retrouver en rapière sur des périodes un peu plus anciennes. D'accord, merci beaucoup. Et donc là, il y a deux de tes collègues qui sont en train de s'équiper. Exactement. Ils vont faire une petite démonstration, ils vont faire un sparring. Est-ce que tu peux me parler des règles ou des choses qui sont possibles de faire Bien sûr. Alors là, du coup, on utilise nos règles de sparring classiques qu'on utilise dans le club. C'est-à-dire que généralement, on fait ça en 3 ou 5 points. Ça dépend un peu des envies des combattants.
on va mettre un combattant à chaque coin, ils vont s'avancer, se saluer et commencer à se battre. On ne compte pas les doubles, lorsqu'il y a une double, on remet le point en jeu. Ouais. On privilégie toujours les coups armés, c'est-à-dire que s'il y a une double, mais qu'il y en a un qui a armé clairement après l'autre, c'est le premier qui a armé et touché qui va avoir le point. Mettons que j'arme, que je mette le coup et que mon adversaire arme après que j'ai mis le coup, même s'il me frappe avant que l'arbitre dise stop, c'est moi qui aurai le point. Ok, super, merci. Et ben, en avant. Oui, parce que c'est ça qui est terrible. Il faut comprendre les rôles, il faut savoir ce qui va être proposé par qui. Et c'est trop cool. Mathieu, tu peux commencer ou pas? Les choses sont terribles. Maël. C'est pas faux. J'ai une proposition. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, tu peux nous parler de la partie épée longue de votre association? Alors, je m'appelle Jean Dussap. Je suis arrivé à Poitiers cette année. Donc en fait, j'ai traversé pas mal de clubs d'escrime, donc je fonde ma pratique essentiellement sur mes expériences précédentes. Ce qui m'a amené de préférence sur les sources allemandes, simplement de par les clubs que j'ai fréquentés. C'est un choix, disons, plutôt induit par ces clubs-là que vraiment un choix où j'ai pratiqué un peu les deux malgré tout, mais voilà, j'ai plus pratiqué l'épée longue germanique et donc j'ai plus orienté ma pratique là-dessus. Il s'est avéré qu'arrivé à Poitiers, c'est moi qui avais le niveau pour essayer d'apporter des choses au reste du groupe. Donc j'ai pris en main les cours cette année, depuis que je suis arrivé, tout simplement. J'ai pas mal tourné dans des clubs avant, j'ai fait... je suis à, je dirais, ma 10e année de pratique sérieuse, peut-être plus même. J'ai fait plusieurs clubs, j'ai fait d'abord Grenoble, j'ai ensuite tourné, j'étais en Bretagne, j'ai fait Brest, pas mal. Ensuite je suis revenu pour le travail en Haute-Savoie où là j'ai été dans 2 clubs et puis ensuite je suis arrivé ici. Et avant ça j'étais à Strasbourg où j'avais démarré disons par intérêt avec un ami qui faisait de la reconstitution historique, voilà, qui était habillé en costume, qui faisait un peu de spectacle et puis il a essayé de m'initier un peu à l'escrime de spectacle, comme beaucoup. Et puis à un moment rapidement je me suis dit c'est quand même pas ce qui m'intéresse le plus, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de combattre? Et j'ai commencé, c'était quand même il y a longtemps, donc c'était encore les débuts des AMHE, j'ai commencé en cherchant des vidéos sur internet, un peu comme tout le monde. Et de fil en aiguille, tu tombes sur une vidéo d'abord devant un château avec un mec qui jongle avec une épée enflammée, puis juste après il y a 2 gars qui font des techniques. Et là les techniques, tu te dis tiens, il y a peut-être des choses bizarres, intéressantes, c'est pas les mêmes mouvements que ceux qu'on voit d'habitude. Et en cherchant comme ça, j'ai fini par trouver des vidéos, dans les premières vidéos d'analyse un petit peu technique qui m'ont amené à ça. Et puis ensuite j'ai commencé à fonder ma pratique là-dessus avant d'aller dans des clubs parce que je me suis quand même assez vite rendu compte que les vidéos c'était assez limité. Et donc j'avais besoin moi d'aller dans des clubs pour commencer à progresser un peu plus. C'est comme ça que je suis arrivé là à Poitiers. Super, et donc 10 ans plus tard, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'exercice que tu fais faire à ton groupe? Là disons l'exercice que je fais faire à mon groupe. Attention. Tu la laisses inventer, t'as plus la maîtrise de ton épée, mais au moins c'est pour répondre un petit peu à une demande que eux m'ont fait, puisqu'ils sont allés dans différents tournois, d'autres écoles d'escrime qui ont le réflexe d'aller chercher un peu plus les jambes que ceux à quoi ils sont habitués. Donc là toute la séance est fondée essentiellement sur des techniques qui permettent de contrer un peu ce jeu-là aux jambes, ou en tout cas d'essayer de donner quelques armes pour pouvoir y répondre en assaut. Donc la première étape était avec une clé pour permettre d'avoir un peu plus de temps pour lire le coup qui arrive et pouvoir l'esquiver, parce que là c'était moins rapide que l'épée. Et ensuite, grâce à l'épée en mousse, permettre de travailler des techniques
avec un peu plus d'intensité, puis amener une technique qui se fait à une main, voilà, qu'on vient de voir, et qui demande d'envoyer vraiment l'épée, de la laisser avec son propre poids jusqu'à aller toucher les jambes. Et donc pour réussir à envoyer cette épée en sécurité, là, pour l'exercice, j'ai préféré passer avec des épées en mousse. Néanmoins, c'est une technique qui, en tournoi... Il n'y a pas de liage de toute façon, donc la mousse importe peu, quoi. Okay. Exactement. Super. Et la technique, c'est Das Gleisen. Le Geisel, alors on le trouve dans différents traités de tradition germanique, chez Lichtenauer notamment, tous les traités de la tradition, dans le tétraptyque notamment, et puis un peu après plus tard chez des Meyer, chez Talhofer, on en voit des illustrations aussi. C'est vraiment une technique qui est assez répandue dans les traités d'une certaine manière, mais c'est presque une des seules techniques de coups aux jambes qu'on voit dans les traités, parce que c'est une manière de le faire en sécurité. Parce que ce qu'on voit, c'est que si on garde les deux mains sur l'épée quand on frappe les jambes, le risque d'exploser la tête est beaucoup plus grand et demande un autre type d'escrime. Je ne dis pas que c'est impossible d'aller toucher les jambes comme ça, mais ça va demander un travail sur comment je fixe mon adversaire, comment je gère ma parade pour pouvoir chercher des jambes de souffle, etc. Et là, c'est pas l'exercice, puisque c'est vrai que leur réponse était qu'en tournoi, souvent ce qui leur arrive, c'est ce genre de coups qui sont faits en première intention aux jambes, soit comme ça, soit en estoc aussi. C'est un coup qu'on voit souvent en estoc, où les gens rentrent complètement en envoyant toute l'épée en estoc au torse. Et donc c'est des techniques qui sont la distance la plus longue qu'on puisse atteindre à l'épée. Ok, super, merci beaucoup. Tu veux bien nous parler de ton masque Cobra G.I. Joe qui a une classe folle, s'il te plaît, parce que c'est pas une pièce d'équipement qu'on voit souvent. Ben voilà, donc ça c'est un masque de Wukuzi Armory qui s'appelle effectivement le masque Cobra. Voilà, qui est une fabrication chinoise, donc c'est vrai que j'avais des a priori au début, mais j'en suis extrêmement content. Donc c'est un masque d'escrime qui est standard en dehors de ce couvre-masque qui est entièrement en ABS moulé, donc en plastique rigide de 2 à 5 mm d'épaisseur. Donc vraiment une bonne épaisseur avec un couvre-nuque et un couvre-arrière de la tête qui est complètement rigide, contrairement à ce qu'on voit sur les couvre-masques rajoutés. Donc une protection que je trouve optimale pour avoir déjà pris quelques coups. Certains avaient un peu peur dans les remarques que j'avais lues, que ce soit trop étouffant, trop chaud. Moi personnellement, vis-à-vis d'un couvre-masque classique, j'ai pas vu la différence. Honnêtement, moi en plus je mets un sous-casque de rugby que je porte en plus à l'intérieur. Donc j'ai pas du tout de problème de surchauffe là-dessus. L'autre chose que je trouve vraiment très très intéressante, c'est le fait que l'ensemble soit riveté directement à la grille. Donc on n'a pas les problèmes qu'on voit régulièrement en compétition de la lame qui vient se glisser et qui arrache le couvre-masque à chaque fois et qui vient glisser, se coincer derrière. Ça c'est quelque chose qu'on voit vraiment pas sur ce masque-là. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que c'est un masque d'escrime à côté de ça qui est tout à fait classique et que les protections de la grille peuvent quand même être discutables compte tenu de l'intensité de l'épée longue. Honnêtement, avec le sous-casque de rugby que moi je mets en dessous, j'ai eu aucun problème dans les quelques tournois que j'ai pu faire. Jamais ne serait-ce qu'une gaufrette comme on voit arriver de temps en temps, des choses comme ça. Vraiment avec le rembourrage que je rajoute à l'intérieur, j'ai aucun problème, il bouge vraiment pas et je le trouve vraiment très très bien pour ça. Okay. Et donc c'est une pièce que j'aime beaucoup. Merci beaucoup, est-ce que tu veux bien le mettre, qu'on voit ce que ça donne et puis Alors là du coup j'ai pas le sous-casque. Mais... ouais, et si tu peux te tourner qu'on voit la protection sur la nuque. Ok, bah merci beaucoup. Et c'est parti pour la spécialité locale. C'est Mathieu et Louis qui vont nous présenter un contre qu'ils aiment bien à l'épée bouclier. C'est ça. Alors c'est un contre qui est très simple à faire. C'est contre une attaque de tête, un angle 1 si vous connaissez un peu simplement, comme ça. Il va bloquer ma lame comme ça et il va contrer simplement. Petit décalage et fini en estoc. Ok, est-ce qu'on peut... ma lame elle est bloquée, je peux quasiment rien faire. Est-ce qu'on peut refilmer ça sous un autre angle? Hop. Super.
Et du coup, elle porte un petit nom, cette technique ou Non, même pas un surnom? Ça fait partie des contres qu'on essaie de travailler, on doit pouvoir le faire des deux côtés. D'accord. Ok. C'est la parade et le contre comme on peut le faire de mieux. Pourquoi? Parce que ça finit en des stocks déjà. C'est toujours mieux qu'une entaille où l'adversaire genre, lui voit le venir ou quoi. Les stocks c'est le plus rapide, c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui pénètre mieux l'adversaire, c'est ce qui a plus de chances de mettre KO. Et ça contrôle son arme. Il y a une notion de contrôle. On vient garder en fait le contact entre les deux épées et le bouclier en plus. La D'accord. personne qui attaque, elle a vraiment sa lame qui est coincée et elle peut essayer de commencer à la dégager ou quoi, mais déjà elle va pas pouvoir aller où est-ce qu'elle veut. On peut pas faire comme on rarme facilement. Ouais. Dans les tibias là, non, faut réussir à vraiment la dégager, en faire quelque chose. Ouais, on voit bien que la lame de celui qui met le premier coup est bien coincée et que c'est un peu comme les clients d'une épée longue, il ira pas où il veut quoi. Il vient ici. Ouais. Et là, il peut glisser son arme. Ouais, d'accord. Alors que si je viens avec l'épée, Ouais. je fais un coin. Ouais, Là, comme les quillons d'une épée quoi. Exactement. Ok, super. Les quillons de la lame viking sont inexistants. Et il y a un côté historique que là forcément on n'a pas parce qu'on n'utilise pas des armes tranchantes, mais frapper à 90 degrés, mets-le juste comme ça, un bouclier historique avec une épée tranchante, la lame en fait elle pénètre jusque là quasiment. Ouais, et elle reste Et là, coincée le problème, dedans, c'est ça? Si ma lame elle est coincée et qu'il tourne son bouclier, moi D'accord. on paraît pas avec. Ok. Donc frapper comme un demeuré le bouclier de l'adversaire, historiquement ça se fait pas. Ouais, qui rappelons-le ne pèse pas 5 kg Voilà, et ouais. il est léger, il est fragile, mais du coup ça a des avantages qu'il soit fragile. Parce qu'il n'est pas fragile au point de se casser au premier coup, il va être abîmé, mais il va encore être là pour nous protéger et il va pouvoir même encaisser. Pareil, une lance qui se coince dedans, ça va pas aller assez loin pour entamer l'adversaire derrière et la lance elle est coincée. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un lancier avec un bouclier comme ça, que la lance en acier, alors c'est des lances en acier, ils n'ont pas pointu, hein, mais des simulateurs qui ont le bouclier est trop léger, c'est passe à travers. Bah là par contre j'ai le lancier, je lui fonce dessus, je lui mets mon bouclier et voilà. Ok. Donc c'est des choses qu'on peut difficilement nous travailler parce que on n'a pas des armes tranchantes. Travailler des armes tranchantes c'est extrêmement dangereux, il faut avoir extrêmement confiance dans ce qu'on fait. On a peut-être fait 1 ou 2 combats comme ça avec des gens très expérimentés, très bien protégés et voilà. Et bon, on peut pas travailler ça. Donc il y a des limites dans ce qu'on fait, mais on essaie quand même de l'intégrer dans le travail qu'on fait technique. Ouais, mais ressortir en bonne santé de sa séance, c'est bien aussi. Ouais. Hein. Voilà. Et c'est pour ça que des fois on se permet de faire des tests à armes tranchantes sur on prend un jambon, on l'habille avec du lin, de la laine, de la maille et on y va aux armes tranchantes pour expérimenter et voir ce que ça pouvait vraiment faire. Ok, ben merci beaucoup. Et puis c'était la spécialiste locale qui n'a pas de nom, mais qui est quand même un fort joli contre. Bon. Ouais. Et donc là, Mathieu va m'expliquer à peu près par quel bout on le tient et comment faire pour survivre à prochainement un affrontement avec un membre de leur club. Alors la hache, je vais pas beaucoup te l'expliquer parce que c'est pas compliqué. Ok. Mécaniquement, tu sais utiliser une hache. Je pense que tu fais ça dans la tête d'adversaire, globalement ça fonctionne. Ok. Des trucs très intéressants à faire qui sont un peu compliqués à maîtriser, c'est des crochetages, D'accord. que ce soit le corps ou le bouclier. Ouais. Et pas oublier que les stocks fonctionnent. C'est-à-dire que tu fais ça dans le corps d'un adversaire, tu vas le mettre KO parce que ça va s'enfoncer de 2-3 cm. D'accord. Donc tu peux très bien faire des coups des stocks très simples. Et je la tiens là. Au maximum de la portée. maximum tu de veux la de la portée. portée. De toute Ok, façon. ça marche. Ce qui est intéressant, c'est le bouclier viking. Pourquoi le bouclier viking? Parce que déjà c'est le signe distinctif un peu des vikings. Comment il est ce bouclier en fait? Il est mobile. Il est très léger. Il ne faut pas croire que c'est un bouclier qui est très lourd. Ça fait à peu près 8 mm proche du umbo et 5 en bas. Donc c'est très léger. Celui-là il est fait à peu près de manière historique. C'est-à-dire que c'est des lattes de pin collées et en long tenues par une manipule. Nous principalement on les fait avec du contreplaqué. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir avec celui-là, ça se casse facilement le pain. Mais comme on n'a pas envie d'en faire tous les 6 mois, et on les fait en contreplaqué. Mais c'est un bouclier qui est très léger et surtout qui est fait pour être manipulé. Si tu restes comme ça avec ton bouclier, je pense que là tu peux me toucher facilement la tête et les tibias. Alors qu'un bouclier viking tu le tiens pour te protéger au maximum. D'accord. Il va être mobile. C'est une arme. Ouais. Tu mets un coup de bouclier en tête de l'adversaire, il est KO. Ok. Ne le fais pas. Ton adversaire va pas le faire non plus. Mais nous on a des règles on met en place. Ensuite tu peux il y a une manipule, ça sert à être manipulé. D'accord. Tu peux bouger ton bouclier. Alors ne fais pas des choses compliquées. Ouais. Toi t'as pas besoin de le faire beaucoup bouger. Mais il y a des techniques où tu peux faire comme ça. Sympa. Et là ça c'est classe. Mais par exemple faire un truc compliqué, Parce que je mets mon masque. pense à toujours protéger ta main. Ouais. Parce que ton adversaire va t'habituer à toucher la main. Donc toujours derrière le bouclier la main. Ouais. Quand tu frappes, voilà, tu avances un peu le bouclier. Ok. Et
Bah voilà, il n'y a vraiment pas plus compliqué. D'accord. Bouge un peu ton bouclier, fais toujours en sorte d'atterrir, d'amortir le coup de l'adversaire. Ouais. Protège ta main et protège-toi contre attaque. Dac. Pas plus Bon, compliqué. merci beaucoup. On va voir Pas de soucis. si j'arrive à mettre ça en place. Nous, on touche les deux. Alors, moi j'ai pas vu, c'est de l'autre côté. Toucher là. Touché là, mais c'est- Et une touche juste après. Ok. Moi j'ai vu double, enfin pour moi double c'est dans le même mouvement. Je pense qu'on l'a engagé tous les deux. Pas de point accordé. Got! Bien. Bardaga! Faites des beaux trucs. Halt! Moi je vois Alex qui finit avec la hache dans le dos. Alors le coup n'était pas très fort, mais dans le dos, la règle c'est de ne pas défoncer la colonne vertébrale de l'adversaire. Donc je la Good! Bardaga! Halt! Alors moi je vois la touche là, alors je vais la compter, mais il n'y a pas impossible que ça se fait un plat là. Je pense que je la mets juste vraiment. Il y a un angle à la course. Il y a un très léger angle, je vais la compter parce que bon, C'est pas, elle est pas arrivée droite. Quoi. alors pas grand chose que ça, elle était pas. Got! Bardaga! Halt! Je peux avoir un assesseur? Oui, bah oui, les dos, elle a continué. Moi je sais qu'il me touche là, mais je sais pas si je le touche avant. Je vois des coups qui sont très légers et surtout ils sont de l'autre côté. Alors c'est le problème d'arbitrer du combat d'équipe, c'est que quand c'est de l'autre côté, derrière les boucliers, J'avoue que moi, j'ose pas taper sur un mec en t-shirt. tout tape sur un méthode shot. On est habitué, vraiment. Ouais. On vous a fait des duels tout à l'heure, tu peux y aller, on est habitué. taper. Pas un souci. C'est là je me suis pris une grosse estoc, une épée acier dans le torse. C'est Avec un mec pour bouclier correctement. Voilà. Déjà, je comprends assez peu non, des coups sur de torse et il ne faut pas avoir l'idée de l'épée acier. À une main, tu as beaucoup moins de force qu'à deux. Et encore moins avec des armes qui sont en acier. Et après, c'est bon, bah, tu te protèges si toi tu veux pas prendre, mais la personne qui est en t-shirt ici, elle sait qu'elle est en t-shirt et qu'elle peut se prendre un coup dans les côtes. Elle le sait. Et de manière générale, les coups sont un peu amortissards sans prendre des gros dans le corps. Du coup, je n'accorde pas de points, il y a juste un point pour elle. Go! Bardaga! Halt! Alors, on a touché à Mathieu, Alex il a remis un coup derrière, mais il n'est pas dans le même temps d'escrime. Donc pour moi, je compte que ça de Mathieu. Go! Bardaga! Halt! Alors, est-ce que tu l'apprends? Est-ce que le tien, tu le prends dans la... Ok. Donc, j'ai compté le tien, pareil, était pas dans le... était encore après, t'as remis après. Donc, je regarde ton tour de Mathieu. Ton point, il est... Got! Bardaga! Halt! Voilà, par contre, là, tu peux pas dire qu'il n'y a pas sorti là. Oui, non, ils sont sortis un peu, mais c'est pas grave. Moi, je veux double touche. Mais Par contre, il y a une double. Si tu comptes pas la sortie, pour moi, il y a une double. Oui, il y a double. Je sais pas pourquoi je le tiens un peu là. Got!
Pas les gars. Attention à pas pour sortir. Hop. Touché, de partout. Gut. Pas les gars, c'est le dernier point. Attention si vous faites un pas de double tour. Voilà. Niki, tu la vois comment la touche à la hache? Moi qui pars en déstock, après je ne sais pas si elle est sur Moi, la je tête. vois, c'est ça. Ça, pas un pick-up. Ça va l'assommer, mais ça va pas le mettre ça va le mettre en Peut-être une combat. tentative de faire un saut tranchant d'une épée qui n'existe pas là. C'est ça. Mais le but est très beau, c'est que tu l'aurais tourné, c'était bon. Maintenant, la hache, c'est pas forcément facile à utiliser, mais t'es pas riche, donc. Ouais, ça marche. Good. Yo, pas les gars. Complètement sorti les mecs, voilà. Ouais, on est coincé. Alors là, il avait la situation où il avait le bouclier dans ton visage aussi. En duel sérieux, on l'aurait compté. Mais comme vous n'êtes pas des nouveaux, vous ne maîtrisez pas, c'est quoi? Alors il l'a parfaitement maîtrisé, hein, donc je le critique pas. Mais comme tu ne sais pas le faire et que même lui, on l'a pas travaillé encore sérieusement, mais il l'a très bien fait. Là, on ne compte pas non plus. Ouais. Normalement, il aurait... C'est que quand on était accroché, j'avais pas le choix de. Ah oui, non, mais le mouvement était très bien. Mais comme j'ai dit, quand un élément qui ne maîtrise pas avec le bouclier, on... Allez, got! Yo! Bah, les gars! Halt! Moi je vois la touche d'Alex, Alex est celui qui te fait toucher avant. Oui, mais alors avant, je pense pendant ou après. Le dernier mouvement qui te fait toucher, c'est ça? Oui, Ok. Alors moi ce que je vois c'est toi qui le touches, précipité sur le dessus. ouais, là. Bien avant qu'il fasse un coup, donc touche Alex, victoire Alex. Bravo. Franchement c'est très important. Après il y a beaucoup de double touches, c'est normal. Baroud épisode 1, c'est terminé. Je suis ravi de vous proposer cette émission. C'est un projet qui est dans un tiroir depuis 6 ou 7 ans et qui voit enfin le jour cette année. Je voudrais évidemment remercier beaucoup de gens, par exemple Alexandre qui m'a conduit sur place déjà, mais aussi qui m'a beaucoup encouragé, qui m'a mis en relation avec les dames du foyer. Les dames du foyer évidemment pour leur accueil et pour leur naturel face caméra. Ils ont été, je trouve, très courageux d'être les premiers à se prêter à l'exercice. Comme ça, révéler l'intimité de leur entraînement à la face du monde, même s'ils ont rien à cacher. J'ai trouvé ça très chouette de leur part d'accepter. Également Clément et son papa, sans qui je n'aurais pas pu avoir de caméra. Paul, qui filme en ce moment même ce dernier petit rajout à la vidéo. Rémi, qui m'a fait un super logo. Et puis tous les amis qui m'ont encouragé à aller jusqu'au bout de ce projet, même s'il semblait parfois un peu lointain. Dernier petit remerciement à mon adversaire lors de cette tentative de combat viking. Et puis à l'arbitre pour m'en faire gagner, merci à vous. C'était super, je me suis régalé, j'adore tester de nouvelles formes de bagarre et puis celle-ci était ma foi très intéressante. Je voudrais vous donner 3 liens qui seront dans la description. Le premier, c'est le blog d'Alexandre, Réflexion MHE, qui regorge d'articles tous plus intéressants les uns que les autres. Foncez-le lire. Le deuxième, c'est, ça
ça va s'afficher maintenant, le tournoi La Curée de Malaisie qui est organisé par les Lames du Foyer qu'on vient de découvrir. J'aurai le plaisir d'y être présent avec ma petite troupe, c'est le 20 et 21 janvier 2024. Et enfin, mon adresse mail pour pouvoir prendre rendez-vous pour tourner l'épisode 2 chez vous. Les épisodes auront toujours ce format-là, on présente l'association, on montre les sources que vous étudiez, la façon dont vous les travaillez, vos échauffements, vos exercices, on donne la parole aux adhérents et aux adhérentes qui le souhaitent, une petite interview pour qu'on découvre leur parcours dans les AMHE. Et enfin, si on peut parler de matériel, c'est chouette. Si vous pouvez me présenter votre spécialité locale, alors aujourd'hui c'était une technique, mais ça peut être ce que vous voulez, hein, donc je vous laisse libre d'interpréter spécialité locale comme vous le souhaitez. Et enfin, moi j'aime bien faire la bagarre, surtout sous de nouvelles formes que je ne connais pas encore, et donc pourquoi pas un petit sparring à la fin. Voilà, tout sera dans la description. Je vous demande une dernière fois d'excuser le manque de professionnalisme dans la qualité vidéo et sonore, puisque c'est ce que je ne suis pas, un professionnel. Mais par contre, je suis un passionné et j'espère aujourd'hui avoir trouvé un public de passionnés dans ce genre d'émission. Sur ce, au revoir.